Étienne Klein, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Moi, je m'appelle Étienne Klein, je suis physicien au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Et je mène depuis assez longtemps un travail de vulgarisation de la physique. On est très content de vous recevoir aujourd'hui parce que c'est notre petit cadeau de Noël. Vous avez été réclamé ardemment par notre communauté, donc c'est pour ça qu'on vous a fait revenir avec votre accord. Et voilà, on voulait vous le dire. Je témoigne que je ne suis pas venu de force. Première question, qu'est-ce que c'est que ce scarabée ? Alors ce scarabée, beaucoup de gens pensent que c'est un clin d'œil à Cédric Villani, ce qui n'est pas faux. Lui, il porte une araignée, c'est un ami, et en effet, il y a une forme d'inspiration mutuelle qui a joué là-dedans. Mais il y a une autre raison qui est plus fondamentale, c'est que Einstein, comme vous le savez, a eu 2 fils. Et le second, alors qu'il avait 12 ans, a demandé à son père, « Papa, pourquoi es-tu célèbre ?» Et Einstein a répondu à son fils, « Quand un scarabée aveugle marche sur une feuille, il ne peut pas voir que cette feuille est courbée. Et moi, Einstein, ton père, j'ai compris ce que le scarabée aveugle ne peut pas voir, à savoir la courbure de l'espace. » Deuxième question, qu'est-ce que c'est que cette équation sur ce gilet ? Ah, ça, c'est un gilet auquel je tiens beaucoup, il a au moins 25 ans, il a été fait par une amie. C'est l'équation de Schrödinger, qui est l'équation... Comme le chat. Celle qui a engendré le chat, mais c'est pas l'équation du chat. Enfin, c'est l'équation qui rend le chat possible, disons. Donc c'est l'équation de Schrödinger dépendante du temps que Erwin Schrödinger a écrite pendant les vacances de Noël de 1925 dans une station de sport d'hiver dans les Grisons qui s'appelle Arosa, où il était parti avec l'une de ses maîtresses, dont l'identité n'a jamais été vraiment identifiée, n'a jamais été vraiment éclaircie en tout cas, avec l'autorisation de sa femme. Et cette équation, qui est l'équation vraiment fondamentale de la mécanique quantique non relativiste, a été, comme il l'a écrit à l'un de ses amis, découverte par Schrödinger à l'issue, je le cite, d'un épisode érotique, fulgurant et tardif. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais on regrette qu'il ne l'ait pas remercié dans l'article qu'il a écrit à cette occasion et qui a été le déclenchement du formalisme mathématique de la physique quantique. J'ai une autre question. À quoi tu réfléchis en ce moment ? En ce moment, à quoi je réfléchis ? Eh bien, je réfléchis à une phrase que m'a dite Axel Kahn il y a quelques mois. Je le connaissais et je l'ai croisé dans la rue, quelques jours seulement après qu'il apprenne que la maladie dont il était atteint était à un stade très avancé au point qu'il était condamné par la médecine. Et il ne le savait pas, il était malade mais ça ne se voyait pas. Il faisait tous ses déplacements en marchant dans Paris, très vite, il marchait à 6 km/h. J'ai marché avec lui pendant 1 heure, donc j'ai fait, si mes calculs sont bons, 6 km. Et on a parlé de la mise en scène de la science et de la recherche pendant la crise sanitaire que nous traversons. Et il était assez inquiet. Et à la fin de notre discussion, il m'a dit, Étienne, nous les scientifiques, on a foiré. Et la question que je me pose et à laquelle je réfléchis, c'est est-ce qu'il avait raison ? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas des leçons à tirer de ces mois, même bientôt années, que nous avons traversés avec ce virus ? Est-ce que les scientifiques n'ont pas raté l'exercice de pédagogie qu'ils étaient invités à faire ? Et ça me fait réfléchir parce qu'en effet, et je pense que les gens qui nous écoutent le savent, moi j'ai toujours été un militant de la vulgarisation. D'ailleurs, je revendique le terme vulgarisation, plutôt que médiation, qui est le terme qui semble s'imposer aujourd'hui, qui laisse entendre que les vulgarisateurs seraient des médiateurs, un peu comme il y a des médiateurs au GIGN. On n'en est pas là, il n'y a pas de prise d'otage. Mais négociateurs, non. Par contre, moi j'avais l'impression avant que la vulgarisation, ça marche. Ça marche parce qu'on voit bien que les livres qu'on peut écrire ou les conférences qu'on peut donner suscitent des vocations. Des années après, il y a des étudiants ou des gens qui sont entrés dans la recherche qui disent que c'est après avoir lu tel livre que j'ai décidé de devenir chercheur ou scientifique. Donc on a l'impression que ça marche. D'autant pas que quand on écrit des livres, des gens les lisent, posent des questions intéressantes.
Ou bien quand on donne des conférences, les gens viennent et posent des questions intéressantes. Donc on a l'impression que ça marche. Très bien. Mais en réalité, quand on dit cela, on est victime d'un biais énorme qui est un biais de confirmation. C'est-à-dire qu'en fait, la vulgarisation ne touche que les personnes intéressées par la vulgarisation. Et ce que m'a montré la crise, c'est que cette proportion est assez faible. Et d'autre part, il y a un autre biais qu'on pourrait appeler un biais du survivant. On ne touche que des gens qui n'ont pas été traumatisés pendant les années scolaires par leur premier rapport avec la science. Il y a des gens qui ont acquis l'idée que la science n'était pas pour eux. Ils ont été traumatisés par une mauvaise note ou par une remarque faite ici ou là. Ça les marque à vie. Du sexisme en général. Mais pas seulement. Ça se trouve aussi, ça se trouve dans les deux sexes en tout cas. Et c'est des gens qui estiment qu'ils ne sont pas câblés pour la science. Et donc ils ont un rapport très distancié, très méfiant. Et c'est très difficile de trouver les moyens de transpercer cette paroi de verre qui est vraiment, vraiment présente dans beaucoup d'esprits, si j'ose dire. Et puis, moi, ma technique pour faire de la vulgarisation, c'était assez simple. C'était de prendre un sujet qui me passionnait, évidemment, comme par exemple la physique quantique, ou bien la question du temps en physique, de travailler. Et j'ai commencé, moi, avec l'aide d'un grand physicien qui s'appelle Bernard d'Espagnac, qui est mort il y a quelques années à l'âge de 91 ans, mais qui m'a formé. Comprendre qu'est-ce que c'est que la mécanique quantique, quelles sont ses équations, quel type de problèmes permettent-elles de résoudre, pour résoudre quel type de problèmes sont-elles apparues, qui sont les pères fondateurs qui ont mis sur pied ce formalisme révolutionnaire dans les années 1920, qu'est-ce que la physique quantique permet de penser de la réalité, et qu'est-ce qu'elle empêche, ou plutôt qu'est-ce qu'elle empêche de croire, qu'est-ce qu'elle permet de penser et qu'est-ce qu'elle empêche de croire sur la nature de la réalité. Donc c'est une physique qui a des implications philosophiques importantes et tout ça est passionnant. Et une fois qu'on a fait tout ce travail d'inculturation de la physique quantique, on se sent capable, à tort ou à raison, d'en parler à n'importe qui. À des collégiens, à des lycéens, à des étudiants, à des personnes qui n'ont jamais fait d'études, en adaptant évidemment son discours aux personnes à qui on s'adresse, en trouvant des stratagèmes, etc. Comme je l'ai fait pour vous il y a quelques mois, avec le boson de Higgs. Pour expliquer le boson de Higgs. Et il faut du temps. Il faut du temps. On ne peut pas expliquer le boson de Higgs en 3 minutes. Ou alors on dit des choses qui ressemblent à des arguments d'autorité. Et on ne montre pas comment cette découverte correspond à une véritable connaissance, parce qu'on ne sait pas dire de quelle connaissance il s'agit. Bon. Et donc j'avais cette impression, et j'ai découvert que c'était une illusion. C'est-à-dire que ce qu'a montré la mise en scène de la science et de la recherche pendant le Covid, c'est qu'en réalité, il y a toutes sortes de biais cognitifs qui interviennent entre l'émission d'un message scientifique et sa réception, et qui font qu'à la fin, le message peut être complètement transformé, parfois carrément transformé en son contraire, et ça me fait réfléchir sur la bonne façon de faire. Autrement dit, quand Axel Kahn dit « nous les scientifiques, on a foiré », c'est sans doute vrai. La question est comment faire pour ne plus foirer. Voilà, c'est à ça que je réfléchis. Et alors, est-ce que j'ai une piste ? Avant de savoir ce qu'il faudrait faire, je pense qu'il faut comprendre ce qui s'est passé. Moi, il y a des choses qui m'ont vraiment frappé sur cette façon qu'on a eue de mettre en scène la science et la recherche. Il y a d'ailleurs une étude qui vient de paraître, publiée dans un rapport dirigé par Daniel Cohen, l'économiste, qui montre qu'en France, et c'est une étude qui concerne tous les pays européens, mais en France, la confiance dans la parole des scientifiques a chuté. On a perdu 20 points en quelques mois, alors que le niveau de départ était à peu près le même dans tous les pays européens, en Allemagne, en Italie, en Angleterre, en Belgique, en Espagne. Très élevé d'ailleurs, grande confiance dans la parole des scientifiques, 90%. En France, on a perdu 20 points. Dans les autres pays, il y a une certaine stabilité, parfois même une augmentation de la confiance. Et donc, il faut se demander, moi, je n'ai pas fait d'études comparatives, je n'ai pas fait d'enquêtes sociologiques, je n'ai pas comparé les différents systèmes médiatiques entre l'Allemagne. Si, l'Allemagne, je suis allé en Allemagne.
en juillet 2020, et j'ai assisté à une conférence de presse d'Angela Merkel, qui parlait donc à la télévision à tous les Allemands. Et elle était sans tableau, sans être accompagnée par un expert ou un ministre. Elle a donné des cours de sciences aux Allemands. Elle leur a expliqué ce qu'est une exponentielle, en y prenant le temps. Et puis quand elle parlait des scientifiques, elle disait « les scientifiques m'ont dit ». Elle ne disait pas professeur machin ou professeur bidule, les scientifiques. Et donc elle faisait intervenir dans son argumentation une communauté, un nous, pas un je. Il me semble qu'en France, au contraire, on a beaucoup personnalisé les discussions. On avait une occasion, en fait, historique de faire de la pédagogie, puisque les gens étaient inquiets, intéressés, voulaient comprendre, voulaient savoir, étaient désireux d'avoir des informations. Et donc on aurait pu expliquer jour après jour, en temps réel, par exemple, les différentes méthodologies de la science. Et on sait qu'elles ne sont pas les mêmes selon les différentes sciences. Un physicien théoricien ne travaille pas comme un sociologue, qui ne travaille pas comme un médecin, qui ne travaille pas comme un chercheur en biologie. Donc il faut expliquer. Et puis on aurait pu, par exemple, prendre du temps pour expliquer ce qu'est, s'agissant de traitement, par exemple, un essai en double aveugle, un essai randomisé. Pourquoi la théorie des probabilités est parfois contre-intuitive. Pourquoi il ne faut pas confondre coïncidence, corrélation, causalité. C'est pas parce qu'il y a des grenouilles après la pluie qu'on a raison de dire qu'il a plu des grenouilles. Et puis, on aurait pu vraiment expliquer tout ça. Et au lieu, il me semble qu'au lieu de faire cette pédagogie, qui à mon avis aurait intéressé les gens, on a préféré organiser des joutes, des controverses, des clashs entre personnalités dont on connaissait à l'avance les opinions. Et il me semble que ça a participé de la confusion générale. Bon, on se dit, mais si les experts ne sont pas d'accord, pourquoi moi, avec mon ressenti, mon bon sens, mes croyances, mes connaissances, je ne serais pas en droit de dire ce qu'il faut penser de tel ou tel sujet qui apparemment fait controverse. Et puis il y a une autre chose qui m'a frappé, c'est qu'on a confondu, en beaucoup de situations, la science et la recherche. Évidemment, la science et la recherche ne sont pas deux activités étrangères l'une à l'autre. Mais elles ne se confondent pas. Ce qu'on appelle la science, en tout cas ce que j'appelle la science, il me semble que tout le monde sera d'accord, c'est un corpus de connaissances bien établi, qui sont, pense-t-on, les bonnes réponses à des questions bien posées. Ce n'est pas des vérités absolues, ce n'est pas des vérités définitives, mais on ne peut les contester que si on a des arguments scientifiques. On ne peut pas les contester avec son bon sens. Moi, je pense que ce n'est pas un argument suffisant. Par exemple, la question de la forme de la Terre a été tranchée. Elle n'est pas plate, elle est plutôt ronde, mais elle n'est pas sphérique. Bon. La question, est-ce que l'atome existe? Question qui a été posée pendant 2 millénaires et demi. Elle a été tranchée en 1906, quand Jean Perrin a montré expérimentalement que l'atome existe. Donc cette question qui a été débattue pendant des millénaires a été tranchée. L'affaire est réglée. L'atome existe. Ensuite, par exemple, est-ce que les espèces vivantes évoluent? Ben oui, elles évoluent. C'est réglé. Est-ce que l'univers observable est en expansion? C'est réglé. Est-ce que les ondes gravitationnelles existent? C'est réglé. Bon. Donc on voit qu'il y a des connaissances qu'on a du mal à contester. Mais évidemment, ce corpus qui constitue la science, il est par essence incomplet. Par construction, il est incomplet. C'est-à-dire que ces connaissances, parce qu'elles ne sont pas complètes, posent des questions dont nous ne connaissons pas les réponses. Et c'est pour cela qu'on fait de la recherche. Par exemple, l'atome existe, mais il y a des particules élémentaires que nous connaissons. Par exemple, les neutrinos, dont nous ne savons pas dire si elles sont identiques ou non à leurs antiparticules. Donc, nous faisons des recherches. Est-ce qu'il existe une vie extraterrestre? On n'en sait rien. On fait des recherches. Donc, il suffit que je donne ces exemples pour qu'on comprenne que le doute, le fait de savoir qu'on ne sait pas, ce qui n'est pas la même chose d'ignorer. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Oui, mais il y a des choses que je sais quand même.
On sait ce qu'on sait et on sait ce qu'on ne sait pas. Et la recherche est donc activée par le doute. Donc le doute, c'est le moteur de la recherche, et en même temps, c'est son combustible. Parce qu'à mesure qu'on a des résultats, le doute se déplace. Et quand on confond la science et la recherche, comme on l'a beaucoup fait, le doute, qui est consubstantiel à la recherche, vient coloniser l'idée même de science. Et on présente la science comme étant le lieu permanent du doute. Mais c'est pas vrai. Moi, je ne connais pas de physicien qui doute de l'existence de l'atome. Je ne connais pas d'astrophysicien qui doute de l'expansion de l'univers. Et donc là, il y a peut-être un travail pédagogique à faire, je ne sais pas comment, pour que cette confusion n'ait plus lieu. Et je pense que... Alors, vous me demandiez, c'est quoi la piste? C'est quoi la solution? Moi, j'en ai pas comme ça. Il y a deux propositions qu'on peut élaborer. La première, c'est de dire, quand un scientifique parle publiquement, surtout en situation de crise, il devrait dire, nous savons que, c'est pas moi qui pense que, c'est nous. On a discuté ensemble, on a travaillé ensemble, et nous avons convenu que tel résultat permettait de dire qu'on a fait parler un bout du réel. Donc nous sommes d'accord pour dire que nous savons ceci. Ça, c'est la science. Et nous nous demandons si, ça c'est la deuxième partie de la phrase, qui concerne la recherche, les questions qu'on se pose. Voilà. Et j'ai trouvé, moi, que les personnes qui étaient invitées dans certains médias, au début de l'épidémie, à beaucoup de questions qui étaient posées par les journalistes, répondaient « je ne sais pas » ou « nous ne savons pas ». Et quand on répond à 3 questions successives « nous ne savons pas », il y a toute chance qu'on ne soit pas réinvité une nouvelle fois. On veut des gens qui non pas qui savent forcément, mais qui disent qu'ils savent. Et on donne ainsi une prime à ceux qui parlent avec le plus d'arrogance, parfois au-delà de leurs connaissances, et pratiquent ce qu'on appelle d'un terme un peu savant et sans doute maladroit, l'ultra-crépidarianisme, qui consiste à parler au-delà de ses compétences. Je fais juste un clin d'œil à ma mère, parce qu'elle écoute, et c'est un private joke. Désolé, bonjour continue. madame. Qu'est-ce que tu dois faire? On va parler... Est-ce que tu veux parler des ondes gravitationnelles? Les ondes gravitationnelles. J'aime pas en parler en 5 minutes, mais T'as le temps, je reviendrai pour en parler plus longuement, comme j'avais fait pour le boson de Higgs. Alors on mettra le tableau. Mais ce qui est extraordinaire dans les ondes gravitationnelles, c'est la jeunesse de l'idée. Vous savez, quand Einstein, en 1907, il est encore au bureau des brevets à Berne. C'est 2 ans après l'année miraculeuse, l'année où il a écrit 5 articles sur 5 sujets différents qui, dans chaque domaine qu'il aborde, apportent la révolution. L'hypothèse des quanta lumineux, la relativité restreinte, E égale mc2, l'effet photoélectrique, etc. Bon. Et 2 ans plus tard, il est toujours dans son bureau des brevets. Il a un tabouret, donc il n'a pas de dossier. Et en rentrant de déjeuner, il fait toujours une sorte de sieste semi-éveillée. Donc il se repose, il ferme les yeux. Et dès qu'il s'endort trop, il y a un réflexe de son corps qui le réveille. Donc son truc, c'est de trouver des idées et d'avoir suffisamment d'attention pour pouvoir les capter lorsqu'elles surviennent. Et il racontera plus tard qu'un jour de novembre 1907, il a eu l'idée la plus heureuse de sa vie. Et il ajoute, cette idée a provoqué en moi une très forte émotion qui m'a mené 7 ans plus tard vers une nouvelle théorie de la gravitation. Alors c'est quoi cette idée? Mais il le dit, j'ai compris ce jour-là qu'une personne en chute libre ne sent pas son propre poids. Incroyable. C'est pas du tout une découverte. C'est un peu comme les politiques, non? Quand ils tombent. Non, on va pas faire d'allusion. Même si, sans doute que ce que vous dites là est vrai, mais en fait, il a simplement mis en scène son corps dans une expérience de pensée. Et il a finalement fait parler les équations de Newton ou de Galilée sur la chute des corps. Galilée a dit tous les corps tombent à la même vitesse. C'est une vieille histoire, 3 siècles plus tôt, en 1604. Tous les corps tombent à la même vitesse. Mais ce que comprend Einstein... V égale un demi de gt carré, c'est ça, non? Oui. En fait, la vitesse de chute, dit Galilée, elle est proportionnelle à la durée de la chute. Donc un corps, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa masse, qui tombe depuis 2 secondes, va 2 fois plus vite qu'un corps qui tombe depuis 1 seconde. Et un corps qui tombe depuis 10 secondes va 10 fois plus vite qu'un corps qui tombe depuis
une seconde. C'est ça la loi de la chute des corps de Galilée. Et Einstein comprend, ou plutôt ressent, il dira plus tard qu'il a eu une pensée musculaire. Il a mis son corps en situation en imaginant ce que son corps ressentirait s'il était placé dans une situation physique qu'il pouvait imaginer mais pas réaliser. Enfin, on peut toujours se jeter dans le vide, mais c'est pas recommandé. Et il a donc compris que quand tu tombes en chute libre, les objets qui tombent avec toi tombent à la même vitesse que toi, puisque tous les corps tombent à la même vitesse. 80 mètres secondes. Voilà. Et donc si je prends ce micro et je le lâche, pendant ma chute, non je ne vais pas le lâcher, mais si je le lâchais, je verrais qu'il tombe à la même vitesse que moi, donc par rapport à moi, il ne tombe pas. Incroyable. C'est-à-dire que le fait de subir la gravitation fait disparaître le poids. Tout se passe comme si on n'avait plus de poids quand on est en train de tomber. Autrement dit, la chute des corps met la gravitation hors du spectacle. Ce qui est très fort, c'est que l'anagramme de la chute des corps, c'est hors du spectacle. Bon. Et cette idée va le bouleverser et il va énoncer ce qu'on appelle le principe d'équivalence, qui va le mener 8 ans plus tard vers une nouvelle théorie de la gravitation, la relativité générale d'Einstein, qu'il publie en novembre 1915. Et dès le mois de janvier 1916, il prédit, en hésitant un peu, l'existence des ondes gravitationnelles, qui sont des ondes qui se propagent dans l'espace-temps à la vitesse de la lumière et modifient sur leur passage les distances entre les points de l'espace. Et c'est ces ondes qui ont été détectées pour la première fois. Enfin, elles ont traversé la Terre en septembre 2015 et l'analyse a permis de les reconnaître et d'annoncer la première détection d'ondes gravitationnelles en 2016, ce qui a donné lieu à un prix Nobel quelques années plus tard. Vous parliez d'expérience de pensée. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'en France, on s'interdit ça maintenant ? On rechigne à laisser son cerveau divaguer. Alors, l'expérience de pensée, c'est la clé. C'est-à-dire que la physique moderne est née grâce à des expériences de pensée. Pas grâce à des données. Mais ce n'est pas le délire. L'expérience de pensée, c'est un alliage entre la raison et l'imagination. Il s'agit de demander à la réalité, ou plutôt aux théories physiques, aux lois physiques, d'aller se faire voir ailleurs pour voir ce qu'elles ont dans le ventre. Il s'agit de tester leur consistance. Il s'agit de faire un pas de côté pour faire en sorte que le monde empirique décoïncide avec ce qu'il semble nous montrer d'une façon trop convaincante. Et en l'occurrence pour la chute des corps, Galilée a fait une expérience de pensée, parce qu'à l'époque, on ne savait pas faire le vide. Non seulement on ne savait pas le faire, mais la plupart des savants, des doctes, expliquaient que le vide ne pouvait pas exister au motif que la nature a horreur du vide. Mais Galilée, il ne s'occupe pas de savoir si le vide existe ou pas, en tout cas pas à cette époque-là. Il utilise le vide comme un milieu de pensée idéal, au sein duquel il n'y a pas de résistance au mouvement, et il a l'intuition géniale que dans ce milieu, les lois du mouvement se montreraient de façon plus simple, de façon même tellement simple qu'on pourrait les mathématiser. Le problème, c'est qu'il ne peut pas faire le vide. Donc comment est-ce qu'il peut montrer qu'il a raison ? Mais il le fait en inventant une expérience de pensée qui est racontée par son porte-parole, qui s'appelle Salviati, dans son livre « Discours sur 2 sciences nouvelles ». Alors qu'est-ce qu'il dit ? C'est un texte absolument génial, hein. Il faut le lire. Aristote, qui faisait autorité à l'époque, dit « un corps tombe d'autant plus vite qu'il est plus massif ». Donc plus un corps est lourd, plus il tombe vite, ce qui ressemble un peu à ce qu'on voit. Hein, une grosse pierre tombe plus vite qu'une petite pierre. Et donc, Galilée dit « supposons qu'Aristote a raison ». Et c'est maintenant que commence l'expérience de pensée. Prenons une grosse pierre et une petite pierre. Relions-les l'une à l'autre par une ficelle. On fait une expérience de pensée puisqu'on dit si on les relie par une ficelle. Donc il y a un si au départ. On se met ailleurs que là où on est. Si on les relie l'une à l'autre par une ficelle, que va-t-il se passer
si on laisse tomber l'ensemble d'une certaine hauteur. Que dit Aristote? Aristote dit l'ensemble formé par les deux pierres est plus lourd que la grosse pierre. Donc l'ensemble va tomber plus vite que la grosse pierre toute seule. Mais en même temps, pendant la chute, la petite pierre qui tombe moins vite va tendre la corde. Et elle va donc jouer le rôle d'un parachute qui va freiner la chute de la grosse pierre. Donc la même loi d'Aristote explique que l'ensemble va tomber plus vite que la grosse pierre et moins vite que la grosse pierre. Contradiction. Galilée invente une expérience qui montre qu'il y a une contradiction interne dans la loi d'Aristote. Comment résoudre la contradiction? En disant que la grosse pierre tombe exactement à la même vitesse que la petite pierre, ce qui n'est pas ce que nous voyons dans la vie quotidienne. Et après, il y a toute la question, comment une loi qui contredit l'observation, celle de Galilée, peut-elle expliquer l'observation? En disant qu'il y a une force qui est la gravitation, qui fait tomber tous les corps de la même façon, et puis il y a d'autres forces liées à la présence d'un milieu, en l'occurrence l'air, qui sont responsables du fait que tous les objets que nous voyons tomber ne tombent pas à la même vitesse. Il y a la résistance de l'air, il y a la poussée d'Archimède, mais on ne doit pas mettre sur le compte de la gravitation des effets qui viennent d'autres forces que la gravitation. J'ai envie de vous poser une question. À quoi vous rêvez? Est-ce que vous avez 3 rêves, par exemple, à exaucer avant la fin de votre vie? Je vais commencer par un rêve que j'ai longtemps fait, mais que je ne fais plus parce que j'ai fait l'expérience correspondant au rêve, au verre. Non, c'est tout simple. Moi, j'ai toujours rêvé d'être astronaute. J'ai été même candidat en 1996 quand le CNES a essayé de recruter des astronautes. C'est l'année de Patrick Baudry, non? Ou l'année de Claudie Ignoret. Voilà. Mais moi, j'avais des problèmes d'oreille qui ont fait que j'ai été tout de suite éliminé. Mais j'ai toujours eu ce rêve et j'ai rêvé. Et pourquoi? J'ai rêvé d'être en impesanteur. Sous-marine, Et puis un jour, j'ai vraiment fait le rêve que j'étais dans une capsule spatiale et j'ai fait un rêve où j'étais en impesanteur. Et ce rêve a été tellement merveilleux que ça m'a un peu guéri de l'envie. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'y avoir été réellement. Et puis au mois de mai dernier, en 2021, j'apprends que l'Observatoire de l'espace, qui dépend du CNES, lance un appel à projet pour les sciences humaines et sociales, ce qu'on appelle une résidence en impesanteur. Et je rédige un projet tout de suite dans la nuit, que j'envoie au CNES et j'ai été pris. Et le projet est très simple. C'est de dire, quand Einstein a eu l'idée que je viens de raconter, quand je tombe, je ne sens pas mon poids. Einstein dit, en 1945, il y a un Français qui s'appelle Jacques Hadamard, qui était mathématicien, qui s'est réfugié à New York, et qui a questionné tous les mathématiciens et tous les physiciens théoriciens qu'il connaissait pour leur demander comment vous viennent vos idées. Quel est le rôle du langage dans l'élaboration de vos idées? Et Einstein entend parler de ce travail, de cette enquête, et répond. Il faut lire ces réponses, c'est absolument génial. Il dit, dans un livre, je les ai rapportés. Quel livre? Le pays qu'habitait Albert Einstein. Il dit, j'avais une pensée musculaire. Mes idées s'exprimaient sous une forme mentale qui ne s'appuyait pas sur le langage. Et tout le travail, ensuite, c'était de traduire en mots ce que ces images véhiculaient comme idées. Moi, j'ai écrit au CNES, je veux faire une expérience de vol en impesanteur, c'est les vols 0G, vous savez, c'est un Airbus A310, on fait des paraboles. À Toulouse? Voilà, à Bordeaux. À Bordeaux. Merci. Et on décolle, l'avion monte avec une accélération très forte, à 45 degrés, coupe les moteurs, on tombe, puis on fait ça 40 fois de suite. Et pendant 20 secondes, durée de la chute, on est en impesanteur. Et j'ai dit, dans mon projet, je vais essayer de mettre des mots dans cette expérience de pensée d'Einstein en réalisant l'expérience vraiment. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est en chute libre? Qu'est-ce qu'on ressent quand il n'y a plus de pesanteur? Et évidemment, on ne ressent pas son poids. Ça, c'est vérifié. Mais la question que je me posais, moi, c'est quand on ne sent pas son poids... Quel est le plaisir? Alors, attendez. Quand on ne sent pas son poids, comment est-ce qu'on sent son corps? Autrement dit, quel est le rôle que joue la gravitation dans la perception que nous avons de notre corps? Alors d'abord,
dans les périodes de chute libre de 20 secondes, il y a une sorte de sérénité incroyable. Tous les mouvements sont doux, la dynamique est ralentie. On met du temps à comprendre parce que on vit le principe d'inertie. Hein. Une petite pichenette et puis... Donc on a des mouvements trop violents parce que dans la vie courante, on a intégré la gravitation dans sa façon d'anticiper les effets de nos mouvements. Et là, non. D'ailleurs, je pense que quand il y a des réunions très houleuses, on devrait les faire en apesanteur. Si quelqu'un nous dit quelque chose qui nous déplaît, une petite pichenette et il part en ligne droite, quoi. On voit le principe d'inertie s'actualiser. C'est assez doux, en fait. Et ça crée, entre les personnes qui sont là, on était une vingtaine, une certaine harmonie spontanée. Et puis, dans les phases d'hypergravité, quand l'avion accélère pour prendre de l'altitude, là, on a 2 ou 3 G, je ne sais plus, et là, on sent vraiment son corps. Par exemple, si vous levez le bras comme ça, il pèse 2 ou 3 fois son poids normal, si j'ose dire, et c'est comme si vous faisiez de la musculation sans artère, sans haltère. Vous levez les bras. Donc moi, j'ai passé toutes ces phases de montée à faire des exercices physiques, des pompes. Alors les pompes, c'est... Les abdominaux surtout. Voilà. Et c'est du sport. C'est du sport. Donc j'ai vécu ce rêve qui a coupé mon histoire psychique en 2. D'ailleurs, il y a une question, alors que j'ai pas pu résoudre, parce que là, l'expérience était trop courte, mais j'ai envoyé une lettre à Thomas Pesquet pour lui poser cette question. Et j'ai pas trouvé la réponse dans toutes les études bibliographiques que j'ai pu faire. Quand vous êtes en impesanteur pendant des mois, comme ça a été son cas, est-ce que dans les rêves que vous faites, vous êtes en impesanteur, ou est-ce que dans les rêves, vous continuez d'être sur Terre dans le champ de gravité terrestre? Et si vous finissez par rêver que vous êtes en impesanteur, au bout de combien de temps ces rêves deviennent possibles? Ce qui est une façon indirecte de poser la question de savoir si la gravitation est engrammée dans notre inconscient, dans notre psyché. Est-ce qu'elle est engrammée ou est-ce que, en vivant longtemps en impesanteur, on pourrait finalement faire comme si elle n'existait pas? Et une autre question, c'est celle du langage. Le langage, il s'est formé, je ne sais pas trop comment, mais en tout cas, il a été inventé par des gens qui étaient dans le champ de gravité terrestre. Et la gravité, elle polarise notre rapport à l'espace. Par exemple, quand vous faites de l'alpinisme, ce qui m'arrive, comment est-ce que les alpinistes appellent ce qui est en dessous d'eux? Ils appellent ça le vide. Mais en fait, le vide, il est au-dessus d'eux. Autrement dit, ils appellent vide ce dans quoi ils peuvent tomber. Donc la gravitation polarise leur rapport à l'espace en montrant que la verticale n'est pas la même selon qu'on la regarde en bas ou selon qu'on la regarde en haut. En fait, quand vous êtes à 5000 mètres d'altitude, il y a moins de matière entre vous et la Lune qu'il y a de matière entre vous et le niveau de la mer. D'accord? Donc tout notre langage, il est influencé de façon implicite par le fait que nous vivons dans un champ de gravité. Et si on avait vécu en apesanteur, est-ce qu'on parlerait de la même façon? De l'espace. Il a répondu, Thomas? Non, il ne m'a pas répondu. Mais je pense qu'il est débordé. Hein. Mais ça m'intéresse. Alors, je vais me permettre d'ouvrir une parenthèse. On a un ami qui est décédé fin 2019, qui était Jacques Blamont, qui était fondateur du programme spatial français, et qui a envoyé des ballons sur Vénus. Et un jour, on discutait autour de cette question, et je lui ai dit, mais comment ça t'est venu d'envoyer des ballons sur Vénus? Et il m'a dit, je l'ai rêvé. Et ensuite, j'ai travaillé pendant 18 ans pour accomplir ce rêve. Et je vous remercie pour me permettre de raconter cette histoire. J'ai connu Jacques Blamont, il avait écrit un très beau livre dont le titre ne me revient pas. Introduction au siècle des menaces? Non, avant. L'action sort du rêve? Avant. Je me rappelle plus. Bon, moi non plus. Mais j'avais eu une discussion avec lui à France Culture. Ben, oui, je pense que Einstein, c'est pareil. Entre son idée et la théorie de la relativité générale, il s'est passé 8 ans de travail infernal. Parce que l'idée est très simple, je l'ai expliqué, mais la formalisation de cette idée, mathématiquement, ça a été horrible, parce que évidemment, j'ai pris l'exemple de ce micro-là. Si je le lâche, il tombe comme moi, mais si le micro était à 20 km de moi, il ne tomberait pas parallèlement à moi. Moi, je tombe vers le centre de la Terre, lui aussi. Donc, c'est pas parallèle. Et ça crée une complication mathématique qu'il a eu du mal à résoudre. La sensation, alors, d'apesanteur? Eh bien,
Ça m'a fait me poser une question. D'abord, la sensation est très agréable, vraiment agréable. Mais elle est indicible. Parce que pour les raisons que j'ai dites, on n'a pas le vocabulaire pour dire ça. On parle de sérénité, de bien-être. Bon, il y a une forme de jouissance. D'ailleurs, quand on s'est posé après ce vol qui a duré 3 heures au total, tous les gens avaient la banane. Hein. Il y a une sorte de sérénité qui est liée à l'impondérabilité. C'est peut-être le fait que, en fait, tout devient léger. Plus rien n'est grave, parce que il n'y a plus de poids. On a de la masse, mais elle est non pesante. Et donc tout le vocabulaire traduit ça quand on dit c'est grave. Ça veut dire ça pèse. Ben là, ce qui est massif ne pèse plus. Bon. Donc je pense que ça libère psychiquement de quelque chose. Et je me demande si qu'est-ce qu'on doit à la gravitation, et surtout si on pouvait faire une expérience de pensée, qui serait celle-ci. Dans quel champ de gravitation devrions-nous vivre pour que nos sensations soient les plus agréables? C'est pas forcément la gravité terrestre, c'est peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, je sais pas. Est-ce que vous avez déjà essayé la chambre de privation sensorielle? Non. C'est une chambre où on vous met dans une eau à la température corporelle, donc vous êtes dans une pseudo-apesanteur, sans bruit. C'est comme plonger dans un cénote. Il faudrait que vous essayiez ça un jour. Oui. Mais ça rend pas fou, ça, le fait Ça peut rendre fou, c'est utilisé comme technique de torture par la CIA, encore eux qui détournent tout un tas de trucs pour... Ça peut rendre fou. Mais c'est... Ça me tente pas. Ça ne me tente pas, pour cette raison. Mais à condition que ça dure pas longtemps. La plongée sous-marine, vous avez déjà essayé? Non, pas à cause de vos oreilles. Non. C'est... Mais, vous savez, la plongée sous-marine, ça me ramène à Galilée. Hein. Galilée avait un ami qui s'appelait Baliani. Et en 1630, il a écrit une lettre à Galilée, une lettre incroyable. Il fait une expérience de pensée. Il imagine qu'il est au fond de la mer, qu'il a trouvé un moyen de respirer qu'il ne détaille pas, c'est une expérience de pensée. Hein. Et il imagine qu'il pose une amphore sur sa tête. Et il comprend que s'il était sous l'eau, il ne sentirait pas sur sa tête le poids de l'amphore. Et donc, alors que quand vous êtes dans l'air, sur la surface de la Terre, vous mettez une amphore sur la tête, vous sentez le poids. Et cet argument incroyable a aidé Galilée à comprendre que le vide était possible, que la nature n'a pas horreur du vide, mais qu'il existe en fait une pression atmosphérique, ce qu'on appelait à l'époque la pesanteur de l'air, qui est tellement intense que quand on fait le vide dans une enceinte, le moindre orifice fait que l'air rentre. Et qu'en fait, ça l'a amené, c'est une longue histoire, je ne vais pas la raconter, mais ça l'a amené à complètement changer la façon de comprendre ce qui se passe quand on aspire du jus d'orange avec une paille. Regardez, imaginez, expérience de pensée. J'ai un verre de jus d'orange, une paille, j'aspire. Le liquide monte dans la paille. C'est quand même incroyable, non? Ça veut dire que la gravité, qui normalement maintient le liquide dans le verre, semble déjouée par le fait que j'aspire dans la paille. Explication avant Galilée. La nature a horreur du vide. Donc, si j'aspire dans la paille, je vais créer du vide dans la paille. La nature a horreur de ça. Et donc, elle demande à toute la matière qui est autour, en l'occurrence le jus d'orange, de monter dans la paille pour empêcher que le vide apparaisse. Donc, on pensait que l'horreur que la nature a pour le vide agit comme un antidépresseur. Dès qu'il y a une dépression qui se manifeste, toute la matière est mobilisée pour empêcher qu'elle s'accentue. Voilà. Et en fait, Galilée, c'est une longue histoire qui est liée aux fontaines qui existaient dans la ville de Florence. D'ailleurs, une ville magnifique. Voilà, qui était magnifique, qui était le symbole de la Renaissance. Mais les fontainiers avaient vu que quand ils essayaient de pomper l'eau du fleuve qui coule à Florence, qui s'appelle l'Arno, quand le tube était d'une longueur supérieure à 18 coudées, ce qui fait 10 mètres, il avait beau pomper avec toute la force qu'il voulait, l'eau ne montait plus au-delà de 10 mètres. Et Galilée apprend cela parce qu'ils ont écrit une lettre à Galilée et il comprend qu'en fait, le fait qu'il bloque à 10 mètres, c'est la preuve
que la nature n'a pas horreur du vide, mais qu'il existe une pression atmosphérique qui vaut 10 tonnes par mètre carré. Et alors, comment expliquer le jus d'orange avec cette nouvelle explication? Quand j'aspire, je diminue la pression dans la paille. Il y a la pression atmosphérique qui appuie sur le liquide qui est dans le verre. Elle appuie aussi sur le liquide qui est dans la paille quand je n'aspire pas. Mais quand j'aspire, cette pression devient plus faible. Et donc c'est la pression qui s'exerce du haut vers le bas qui fait monter le liquide dans la paille. Et ça, c'est quand même un événement qui a coupé l'histoire en deux. Puisqu'avant, on croyait que le vide ne pouvait pas exister. Et là, on comprend qu'on peut faire le vide d'une façon qui n'avait pas été envisagée auparavant. Je vais poser quelques questions à Internet, parce que j'ai l'impression que ça fait 10 minutes qu'on est ensemble, mais ça fait 43 minutes. 43 minutes? Et ouais, on voit pas le temps passer. Première question Internet. Quelle est votre dernière profonde remise en question de votre perception de la réalité? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Hein. Non, si, je peux répondre. Elle est ancienne. Hein. C'est la découverte de la mécanique quantique. Donc, quel âge j'avais? J'ai expliqué que j'avais été formé par Bernard d'Espagna, et c'est lui qui m'a montré que la physique quantique problématise le rapport à la réalité, au sens où, quand on fait une mesure sur un système, une particule par exemple, ce n'est pas une sténographie, c'est-à-dire c'est pas un enregistrement d'une propriété qui existait telle qu'elle avant la mesure. Le fait de faire la mesure modifie l'état du système. Et donc on n'a pas accès au réel lui-même, on a accès à notre interaction avec lui. Ça, c'était un choc très violent, dont je ne suis pas remu, et tous les petits chocs que j'ai pu avoir après étaient négligeables par rapport à celui-là. Et une autre question que je vais laisser poser par notre technicien, caméraman, réalisateur. Cerveau gauche? Oui, puisque tu es venu avec le gilet avec les équations de Schrödinger, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur la mécanique quantique et un peu les dernières nouveautés sur la recherche? Alors, moi je n'aime pas parler rapidement de la physique quantique, mais je n'aime pas ne pas vous faire plaisir. Donc je vais parler un peu rapidement de la physique quantique. Alors, vous savez qu'en physique, la physique qu'on apprend au lycée, qu'on appelle la physique classique, distingue deux sortes d'objets. Il y a les ondes et il y a les corpuscules. Bon. Les ondes, elles ont une propriété singulière. Elles sont capables de s'ajouter les unes aux autres si elles sont de même type. Par exemple, si je prends une onde électromagnétique, une première, une deuxième onde électromagnétique, je peux les ajouter, et l'amplitude de l'onde résultante, c'est la somme des deux amplitudes des deux ondes que j'ai ajoutées. Donc j'ajoute les amplitudes. Donc je peux ajouter une onde à une autre onde du même type. C'est ce qu'on appelle le principe de superposition. Et on voit bien que ça ne marche pas pour les corpuscules. Et l'idée fondamentale de la physique quantique, c'est de dire, on se fiche de la nature des objets physiques qu'on considère. Que ce soit un électron, un atome, une étoile, n'importe quoi d'autre, on s'en fiche. On décide de décrire les états physiques de ces objets par des entités mathématiques, A, B, C, D, tout ce qu'on veut, qui ont la propriété de pouvoir s'ajouter les unes aux autres, comme si elles étaient des ondes. Donc le principe de base, c'est de dire, si je prends un électron, il peut être par exemple dans l'état A, l'état A c'est l'électron qui est là à ma gauche, ou bien dans l'état B, c'est l'électron qui est là à ma droite, mais s'il peut être dans A ou dans B, alors il peut aussi être mis dans l'état A plus B. J'ai ajouté les états. Et toute la question, c'est que veut dire A plus B? Que veut dire A plus B? Alors ce principe de superposition, il a permis, entre autres choses, à Schrödinger d'écrire son équation. Bon. Et la question fondamentale de l'interprétation, c'est que veut dire A plus B? Alors ce que dit la mécanique quantique, qu'on appelle orthodoxe, c'est de dire, si vous avez un appareil de mesure qui permet de détecter la position de l'électron, si l'électron est dans A plus B, alors, en faisant la mesure, vous avez une chance sur deux de le trouver dans A et une chance sur deux de le trouver dans B. Bon. Mais évidemment, si vous le trouvez dans A,
vous aurez envie de considérer qu'en fait, avant que vous fassiez la mesure, il était déjà dans A. Et la physique quantique vous dit non, il est dans A plus B. C'est-à-dire que la mesure a changé A plus B en A. Et si vous l'aviez trouvé dans B, la mesure aurait changé A plus B en B. Donc la mesure a changé l'état de l'électron. Avant, il n'avait pas de position bien définie. Après, il en a une qui est bien définie, c'est soit A, soit B. C'est ce qu'on appelle la réduction du paquet d'ondes. Et après, quand on dit cela, évidemment, il y a des esprits, comme Einstein, qui disent, mais c'est pas possible, ça. C'est pas possible. Si je trouve A, c'est que c'était A avant. Ça n'est pas ce que dit la mécanique quantique. Donc, la mécanique quantique est incomplète. Il lui manque des informations sur l'état de l'électron qui, si nous les connaissions, nous permettraient de prédire à coup sûr que c'est A qu'on va trouver, ou bien que c'est B si d'autres conditions sont réunies. Et ça a déclenché un débat absolument incroyable avec un autre physicien qui s'appelle Niels Bohr. Et c'est un débat presque philosophique sur ce qu'on doit attendre de la physique, mais qui a pu être tranché par une expérience faite dans les années 1980, notamment à Orsay, par l'équipe d'Alain Aspect, un physicien français, qui a montré qu'il n'y a pas de variable cachée locale. Enfin, ça devient un peu technique, mais la physique quantique, c'est vraiment ça. C'est très compliqué à comprendre, mais d'un point de vue formel, c'est très simple, puisque c'est basé sur la règle universelle de l'addition. Il n'y a pas plus simple. On va se téléporter sur une autre question. Monsieur Klein a-t-il un avis sur les satellites privés et peut-être plus particulièrement sur leurs impacts sur l'avancée pour la science et l'impact sur le développement futur de nos sociétés? Un avis sur les satellites privés? Je ne savais pas que ça existait. Ah mais c'est pas des satellites, c'est des lanceurs. Les constellations privées. Ah oui, bah alors, j'ai pas vraiment d'avis. Moi, je pense qu'aller dans l'espace simplement pour faire du tourisme, ça me va pas. Voilà, ça ne me va pas. Il y a beaucoup de débris dans l'espace, hein, c'est un autre problème, hein, mais ça devient un danger pour les astronautes qui seront en orbite autour de la Terre. Donc, je pense que l'espace doit être un lieu plutôt destiné à la recherche, à l'observation. Alors, militaire ou civil, on sait que les deux choses se font, mais je préfère que ce soit une affaire plutôt non privée, oui. Je ne suis pas très enthousiaste de ça. D'autant que le bilan carbone de certains de ces lanceurs n'est pas très bon. Mais comme j'ai fait un vol 0G, je me sens mal placé pour faire la morale. C'est de la recherche. Question, je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre. Alors, question de Rome. J'ai entendu lors d'une de vos conférences que la gravité était en fait une accélération du sol sur les pieds. 3 points de suspension. Serait-il possible de reprendre sur ce point? La gravitation serait? La gravité, alors d'après ce qui nous marque, que la gravité était en fait une accélération du sol sur les pieds. À mon avis, il doit se tromper. Je ne crois pas avoir dit ça. Je comprends d'ailleurs pas la formule. Oui. Non, moi j'ai dit, c'est pas original du tout, que la gravitation, pour Einstein, n'est pas une force. C'est une déformation de la géométrie de l'espace-temps. Alors, d'ailleurs, on peut expliquer ça. On peut expliquer ça en 3 minutes. Pour le coup, on peut le faire rapidement. Vous avez appris à l'école le principe d'inertie, qui dit un corps qui n'est soumis à aucune force a un mouvement rectiligne et uniforme. Donc, il va en ligne droite à vitesse constante. Moi, j'ai appris ça en classe de seconde. Hein, c'est un des 3 principes fondamentaux de la mécanique de Newton. Et d'ailleurs, quand j'étais en classe à cette époque-là, j'avais été très étonné par ce principe qui me paraissait contre-intuitif, en tout cas qui me paraissait contradictoire avec l'expérience que j'avais du mouvement. J'allais au lycée à vélo, et j'avais bien noté que quand je cessais de pédaler, mon vélo s'arrêtait. Et là, j'avais l'impression que la professeure me disait, quand on ne pédale plus, il n'y a plus de force sur le vélo, et il continue indéfiniment. Bon, c'est pas du tout ce que j'avais observé. Bon. Vous ne connaissiez pas la friction et tout ça à l'époque? Voilà, je ne connaissais pas la résistance de l'air, etc. Bon. J'ai fini par comprendre. En tombant? Pardon? En tombant? J'entends pas. En tombant. Ah oui, en tombant. Alors, au 19e siècle, à la fin, on comprend qu'il y a de la gravitation partout dans l'univers. Même si on va très loin d'une étoile, il y a encore du champ gravitationnel. Donc, où que vous soyez dans l'espace,
vous subissez la gravitation. Un corps, où qu'il soit, subit au moins une force, qui est la gravitation. Donc quand vous avez un principe dont l'énoncé commence par un corps qui n'est soumis à aucune force, vous avez l'impression de faire de la métaphysique. C'est-à-dire dans une situation fictive qui n'est actuelle en aucun point de l'espace. Et donc il y a deux façons de réagir. Une façon commune, qui consiste à dire, on accepte de bâtir la physique sur du sable, c'est-à-dire sur un principe métaphysique qui ne peut être vérifié directement en aucune occasion, mais dont on teste la validité par les implications observables qu'il a. Puis il y a une autre façon qui a été dite par un jeune homme assez génial, toujours le même, qui s'appelle Albert Einstein, qui a dit l'autre solution, c'est de démontrer que la gravitation n'est pas une force. Et alors, si c'est le cas, un corps qui est soumis à la gravitation pourra être dit comme n'étant pas soumis à une force, puisque la gravitation n'est pas une force. Et c'est ce qu'il a montré. La gravitation fait que dans l'espace-temps, dans l'espace, tous les corps ont un mouvement inertiel, ils subissent aucune force, ils vont en ligne droite, sauf que l'espace-temps étant courbé, les lignes droites dans l'espace-temps sont curvilignes. Question Internet. A-t-il déjà fait le vide? Qui? Vous. Alors, c'est marrant ça comme question, parce que j'ai écrit un livre sur le vide qui s'appelle « Ce qui est sans être tout à fait », que j'ai dédié à ma voisine, qui s'appelle Aladine Lacroix, aujourd'hui décédée malheureusement, une vieille dame qui était une dame extraordinaire, avec qui j'avais des discussions sur le pas de la porte ou sur le trottoir. Je la voyais souvent. Et un jour, elle a dû me trouver un peu fatigué. Et elle m'a dit « Étienne, vous devriez apprendre à faire le vide ». Et cette phrase m'a travaillé. Je me suis demandé, qu'est-ce que c'est que le vide? Et surtout, associer le vide au verbe faire, ça m'a paru bizarre. Faire, c'est un verbe d'action. Il faut faire quelque chose, et puis une fois qu'on a commencé à faire quelque chose, ce qu'on a à faire, c'est le vide. C'est en fait rien. Donc ça m'a poussé à écrire ce livre sur le vide, à montrer comment le vide n'a rien à voir avec le néant. Le néant, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé. Donc quand on a tout enlevé, il n'y a absolument plus rien. Alors que le vide, c'est quelque chose de particulier, dont la division devient circulaire. Le vide, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé, sauf le vide. Et donc, il y a autant de vide qu'il y a de théories physiques qui disent ce qui existe, et parmi les choses qui existent, lesquelles on peut retirer et lesquelles on est obligé de garder, quoi. Question Internet. Selon vous, dans quelle direction se dirige la science? Quel serait son but ultime vis-à-vis de la société? Ça, c'est une question à laquelle... En fait, c'est à la société de répondre. Hein. C'est à la société de décider du type de compagnonnage qu'elle veut faire avec notamment les nouvelles technologies rendues possibles par la science. Donc là, Pendant très longtemps, la science était enchâssée dans l'idée de progrès. La science est le moteur du progrès. Le mot progrès a disparu, on l'a remplacé par le mot innovation. Et en fait, on a compris une chose qui est essentielle, c'est que la science produit des connaissances, évidemment, qui, à mon avis, ont de la valeur. C'est pour ça qu'il faut les diffuser. Mais elle produit aussi de l'incertitude. C'est que la science ne nous dit pas ce que nous devons faire des possibilités qu'elle nous donne. Et donc, il faut en discuter. Le problème, c'est que c'est très difficile d'en discuter parce qu'on observe une forme de décorrélation entre la militance et la compétence. Les gens militants, pour ou contre, ne sont pas forcément très compétents. Et les gens qui sont compétents et modérés, en général, s'expriment peu. Et donc, je pense que les gens modérés doivent s'engager sans modération pour que les débats aient lieu, au lieu que ce soit des affrontements stériles avec des positions assez radicales. Et donc, moi, en réponse à la question, je dirais, la science ouvre le champ des possibles, elle ferme aussi des portes. Hein. Elle nous dit qu'il y a des choses impossibles. Mais elle ouvre le champ des possibles, il y a des choses qu'elle nous permet de faire. La question, c'est qu'est-ce qu'on choisit, comment on choisit, et selon quels critères. C'est un problème presque politique. Qu'est-ce qu'il faut pour un bon débat? Qu'est-ce qu'il faut pour un bon débat?
C'est quoi un bon débat? Ah ben, un débat, c'est un débat qui respecte l'étymologie du verbe débattre. Tout simple. Vous savez ce que ça veut dire, débattre? Je vous écoute. XIIe siècle. C'est un verbe qui désigne ce qu'il faut faire pour ne pas se battre. Donc débattre, c'est discuter. Discuter sans utiliser d'arguments d'autorité. C'est donc argumenter, c'est pratiquer ce que Bergson aurait appelé une politesse de l'esprit. Ça peut prendre du temps, ça peut être très ennuyeux, un débat, un vrai débat. Mais à la fin, on sait ce pourquoi on est d'accord et ce sur quoi on n'est pas d'accord. Et on se bat s'il le faut, mais au moins on sait pourquoi on se bat. Et je pense que ce qu'on appelle débat aujourd'hui, c'est au contraire une discussion très vive, avec beaucoup d'invectives, etc. Et donc débattre, ça suppose qu'on accorde du temps à la discussion, et aussi qu'on comprenne qu'avoir un avis, c'est pas la même chose que se forger un avis. Hein? Moi j'ai l'impression que les gens qui ont un avis tranché s'estiment dédouanés de l'obligation d'apprendre à propos de ce sur quoi ils ont un avis tranché. Par exemple, si je dis je suis pour le nucléaire, j'ai pas besoin de savoir ce que c'est que le nucléaire, je suis pour. Si je dis je suis contre le nucléaire, j'ai pas besoin de savoir ce que c'est. Donc le fait d'avoir un avis me permet d'ignorer le sujet, alors que ça devrait être l'inverse. Et donc je pense que quand on décide de débattre, on doit s'informer, apprendre, questionner, interpeller les experts, et à la fin de ce travail qui est chronophage, alors on est capable d'avoir un avis, et on est capable de l'étayer, et on est capable de le défendre. La suite de la question de Guy, que pensez-vous du transhumanisme, de la robotisation de l'industrie, de l'apparition future des androïdes et de la potentielle fin du travail suite à ça? Ben voilà une bonne question politique. C'est quelle est la part de nos décisions que nous déléguons aux machines? Quelle est la part de nos activités que nous déléguons aux machines? Là, c'est une question fondamentale. Et je ne vois pas qu'elle soit vraiment discutée dans les débats qui commencent à propos de l'élection présidentielle. Ça, c'est une vraie question. Quelle est la part qu'on laisse à la robotisation et à l'intelligence artificielle? Voilà. Est-ce que ce n'est pas un sujet à discuter ensemble? Ce n'est pas à moi de dire ce qu'il faut faire. D'accord? Mais on voit bien que des questions urgentes se posent, qui ont d'ailleurs été montrées. Alors le numérique a plein de qualités, hein. C'est pas à vous que je vais dire le contraire. Même pendant le confinement, on a été bien aidé par le fait qu'on pouvait télétravailler, rester en contact avec nos proches sans risquer de les contaminer et sans risquer d'être soi-même contaminé. Il y a eu le téléenseignement. Enfin, on a vu qu'il y avait des usages du numérique qui sont précieux dans certaines situations. Mais on a vu aussi des choses qui demandent qu'on s'y intéresse de près. Par exemple, on voit bien que le numérique fabrique une nouvelle condition de l'individu contemporain. Je veux dire par là que, en quelques clics, je peux fabriquer mon chez-soi idéologique. C'est-à-dire une communauté numérique qui rassemble des gens qui pensent comme moi, qui s'intéressent aux mêmes choses que moi, qui s'abreuvent aux mêmes sources. Et des algorithmes d'IA vont m'alimenter en articles, vidéos, qui vont dans le sens de ce que je pense. Or, si vous lisez le livre de Tocqueville, de la démocratie en Amérique, superbe livre, hein, il explique que la grande menace pour la démocratie, c'est la constitution de ce qu'il appelle des petites sociétés. C'est pas du tout les salons mondains, où on discute, on s'étripe, on change d'idées à mesure que les discussions progressent. Non, on est dans des petites sociétés qui défendent des valeurs, et qui les défendent comme si elles étaient plus importantes que les valeurs du contrat social. Et ces clans, comme ils les appellent aussi, s'ignorent mutuellement et conduisent à une balkanisation de la République. Et donc, on voit que ça se passe un peu comme ça quand même. Et donc, la question, c'est comment maintenir la vivacité républicaine avec cette nouvelle façon de vivre ensemble, ou de ne pas vivre ensemble. En fait, notre cerveau n'aime pas être contredit. Ça a toujours été vrai, hein. Avant le numérique, déjà, les gens de gauche ne lisaient pas Le Figaro et les gens de droite ne lisaient pas Libération. C'est une erreur. C'est une erreur. Nous voulons que la lecture qui est faite du monde ressemble à notre interprétation initiale du monde. On ne veut pas être contredit. Mais avec le numérique, il y a tellement d'informations qui disent tout et son contraire que notre cerveau, il a tendance à choisir les informations dont il aimerait qu'elles soient vraies, même si elles sont fausses.
surtout penser contre soi-même. Question Internet. Quels sont les espoirs de Monsieur Klein sur la recherche de la théorie du tout? Quelles sont les théories les plus prometteuses? Peut-il nous en parler? Alors moi, je ne crois pas qu'on aurait une théorie du tout. Je pense qu'une théorie du tout, ça dépend de quoi on parle d'ailleurs. Est-ce qu'une théorie du tout, ce serait une théorie de tout? Moi, je pense que ce ne serait pas du tout une théorie. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on pourrait la tester? Comment est-ce qu'on pourrait savoir que c'est la bonne? Et c'est une question très intéressante parce que moi, j'ai écrit des choses là-dessus il y a très longtemps et j'ai un peu mûri. C'est-à-dire, j'ai eu samedi dernier une discussion avec Francis Wolff, qui est un philosophe, professeur à l'école normale supérieure, qui a fait cette remarque que je trouve très profonde. Il dit finalement, la science, elle étudie la réalité. Elle étudie le réel. Mais notre vie à nous, elle se déroule dans un monde commun. D'accord? Et une théorie du tout nous éclairerait peut-être sur la réalité, mais pas sur notre monde commun. Par exemple, une théorie du tout qui unifierait les 4 interactions fondamentales, donc la physique quantique et la relativité générale, nous dirait pas quel sera le résultat des prochaines élections. Elle nous dirait sans doute pas ce qu'est la conscience. Elle nous dirait pas quel est le statut des lois biologiques, par exemple. Et donc, je pense que on a trop vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. D'ailleurs, vous avez remarqué, dans les années 2000, on parlait beaucoup de la théorie du tout. Aujourd'hui, on en parle beaucoup moins. La théorie des cordes a montré qu'elle avait des problèmes. Et donc, on est dans une période où on parle beaucoup plus de conjectures, difficiles à vérifier expérimentalement parce qu'on n'a pas les données, plutôt que d'une théorie du tout. C'est comme si on s'était éloigné du but, si vous voulez. On a compris qu'on en savait moins que ce qu'on pensait. Question Internet. Quel est votre théorème mathématique préféré? Alors, mon préféré au sens où il me fascine, c'est le théorème de Gödel. Voilà, un théorème de Gödel. Qui dit alors, justement, la question, c'est qu'est-ce qu'il dit? Il a été trouvé par Gödel juste avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un théorème qu'on appelle d'indécidabilité. En fait, il a 2 énoncés. Moi, quand on me l'a enseigné, mon professeur nous a dit le théorème de Gödel dit que toute axiomatique basée sur l'arithmétique contient des propositions indécidables. Donc des propositions dont on ne peut pas dire, dans le cadre où on se trouve, si elles sont vraies ou fausses. Mais aux États-Unis, et d'ailleurs Gödel lui-même l'écrivait de cette façon. Gödel et Scherbach. Pardon? C'est Gödel et Oui, Scherbach. c'est le même Gödel voilà. Et aux États-Unis, on dit toute axiomatique basée sur l'arithmétique contient des propositions qui sont vraies et indémontrables. C'est pas la même chose. Vrai et indémontrable, c'est pas la même chose qu'indécidable. Indécidable, c'est-à-dire que la valeur de vérité n'est pas fixée. Dans l'autre définition, elle est fixée, mais on la connaît pas. On peut pas la démontrer. Et ça, c'est pourquoi ça me fascine, parce que c'est un théorème dont l'énoncé dépend de la conception que vous avez des mathématiques. Il y a eu, dans les années 80, un débat incroyable entre Alain Caunes, mathématicien français qui a eu la médaille Fields, et le professeur du Collège de France de l'époque qui s'appelait Lichnerowitz. Ils discutent et à un moment, Lichnerowitz, qui est un constructiviste, comme on dit à Alain Caunes une proposition vraie et indémontrable, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est une sorte de contradiction dans les termes. Si c'est vrai, c'est que je peux le démontrer. Et Alain Caunes lui fait une réponse incroyable. Il prend l'analogie d'un tribunal. Vous êtes dans un tribunal, vous jugez un cas, et vous avez des pièces, vous avez des éléments de dossier qui vous permettent de savoir que telle ou telle chose s'est produite. Bon. Mais évidemment, il peut y avoir des choses vraies qui se sont produites, dont le tribunal n'a pas la trace. Donc, dans le cadre du tribunal, certaines propositions qui sont vraies sont indémontrables. Et donc ça veut dire que dans cette argumentation d'Alain Caunes, il y a le tribunal, mais il y a aussi une extériorité au tribunal. Il y a un ailleurs, dans lequel il y a des choses qui sont produites. Pour un constructiviste, il n'y a rien d'autre que les éléments de dossier, il n'y a que le tribunal, il n'y a pas d'extérieur. Et donc il va parler de propositions indécidables. Oui, indécidables. Alors que s'il est platonicien, s'il pense qu'il y a un extérieur,
alors il dira c'est des propositions qui sont vraies et indémontrables. Donc c'est assez fascinant, d'autant plus que la démonstration, le type de démonstration de Gödel est l'invention d'un nouveau type de démonstration en mathématiques. Question Internet. Qu'en est-il de son savoir sur la conscience? A-t-il lu Gödel et Scherbach de Douglas Hofstadter. Et merci. Oui, je l'ai lu il y a trop longtemps, un livre fascinant. La conscience, est-ce qu'elle est réductible à l'activité cérébrale? Eh ben, j'en sais rien. Voilà. Est-ce que la conscience bénéficie d'une extraterritorialité par rapport à la physico-chimie qui se déroule dans le cerveau? Ou est-ce qu'elle est déductible des processus physico-chimiques qui ont lieu dans le cerveau? J'en sais rien. Question d'Internet qui est un peu posée d'une façon, on va dire, percutante ou différente. Depuis quand la science est-elle l'apanage de la plèbe? Déjà, est-ce qu'on peut dire De la plèbe? Oui. Je sais pas. Est-ce que c'est vrai ça? Je Et pense qu'appelle-t-on que c'est la faux. plèbe? Oui, on n'appelle pas la plèbe ici. Non, je ne sais pas ce que c'est que la plèbe. Moi non plus. Question plus physique. Monsieur Klein pratique-t-il toujours l'ultra trail? Si oui, quelle course de prévu? Ah bah oui, enfin j'essaie. Cet été, j'étais super entraîné. Mais j'ai fait une course de montagne sur le Pisse-Badil et en faisant un rappel, je me suis tordu la cheville qui m'a tordu le genou. J'ai été blessé, j'ai pas pu faire la course. Et je vais me réinscrire pour 2022 à la course de l'UTMB qui s'appelle l'OCC. Il nous reste 2-3 questions. Je vais en prendre une au hasard. Quel est son avis sur la dite conquête spatiale? Est-ce qu'il y croit? La conquête spatiale. Est-ce que j'y crois alors? Est-ce que c'est une conquête? Moi j'ai l'impression que l'humanité va retourner sur la Lune, enfin des humains vont retourner sur la Lune. Ça me semble à peu près clair, y compris sur la face cachée. Mars, c'est compliqué. Hein. Là je crois que c'est d'énormes problèmes. Et si j'essaie de faire l'expérience de pensée correspondante, je la trouve très très difficile. Il y a le rayonnement cosmique, il y a les éruptions solaires, il y a la durée du voyage, il y a le fait qu'à l'arrivée, il n'y a personne pour nous attendre. Il faut se nourrir. Qu'est-ce qu'on mange? Même pendant le voyage. Il faut rester sur la planète dont la gravité n'est pas la même que sur la Terre. Donc quels sont les effets d'une gravité modifiée sur le cœur, sur la psyché? Moi, je vais vous dire une chose. Je pense que nous sommes des êtres géocentrés. C'est-à-dire que nous sommes terriens avant d'être humains. Et on peut aller ailleurs, sans doute, mais si on va ailleurs, on ne sera plus humain. On ne sera pas humain de la même façon, en tout cas. Même sur Terre, hein, si vous allez passer 15 jours au sommet de l'Everest, 15 jours au sommet de l'Everest, quand vous redescendez, je ne suis pas sûr de vous reconnaître. Elon Musk, il en pense quoi, Étienne Klein? Elon Musk, je ne le connais pas. Moi, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Je ne vais pas émettre un avis sur une personne que je n'ai jamais rencontrée. Mais je pense ce que je perçois de lui et de ce qu'il dit, c'est qu'il vend beaucoup de hype. De discours très prometteurs. Alors je sais bien que, vous l'avez dit vous-même, c'est le rêve qui est le moteur de certaines actions, de certains engagements. C'est le rêve qui est parfois le moteur de la détermination. On ne peut pas contester ça. Mais je crois que c'est lui qui propose Mars pour 2035. C'est ça, hein? Ça, j'y crois pas. Question d'Internet. Quel est votre ressenti sur le futur de la société humaine dans environ 5 siècles? Plutôt une espèce interplanétaire ou une espèce éteinte? Est-ce qu'il y a le choix? Est-ce qu'il y a d'autres choix? J'espère qu'il y a encore des humains. Moi, je pense que on a compris quelque chose de fondamental, c'est que ce qui va se passer va dépendre en partie de ce que nous allons faire. Ce qui va se passer va dépendre de ce que nous allons faire. Comme nous ne pouvons pas prévoir facilement ce que nous allons faire, nous avons du mal à prédire ce qui va se passer. Mais j'espère qu'il y a une alternative entre l'extinction ou le fait d'être ailleurs. Moi, je ne pense pas que l'humanité pourra se déplacer ailleurs. Peut-être que des échantillons d'humains pourront partir.
j'ai un grand doute. Mais l'humanité, comme je l'ai dit, elle est terrestre ou elle n'est pas. Est-ce qu'il y a des nouveautés dans la recherche scientifique qui t'intéressent particulièrement, les découvertes qu'on peut faire en ce moment Disons que moi je m'intéresse à cette question de la matière noire. Bon, ça fait longtemps qu'elle est posée. Hein. Vous savez, quand il y a une contradiction entre ce que dit une théorie et ce qu'on observe, en l'occurrence c'est le mouvement des galaxies, on ne comprend avec la théorie de la gravitation le mouvement des galaxies que si on suppose qu'il y a une masse plus importante que celle qu'on voit, que celle qui envoie de la lumière. Et donc il faut trouver de quoi est faite cette matière dite noire, quelles sont les particules qui la constituent. Pour l'instant, on a des candidats, mais on n'a pas de preuves expérimentales ou observationnelles. Il y a une autre piste qui dit, peut-être qu'il n'y a pas de matière noire, et que ce sont les équations qui nous disent qu'il doit y en avoir une qui sont fausses. Donc on a le choix entre une piste législative, il faut changer la loi, de la gravitation en l'occurrence, ou une piste ontologique, il faut imaginer qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas, qu'on va découvrir. C'est un débat qui n'est pas tranché, et j'espère vivre assez longtemps pour connaître la bonne réponse. Question Internet. Quel sera le sujet du prochain livre de Monsieur Klein? Je suis désolé, c'est marqué. Je peux pas trop le dire, ça. Alors, non, je peux pas le dire. Mais il y a un projet. Pas mal. Question Internet. Bonjour Monsieur Klein. Pensez-vous que l'intrication quantique puisse avoir lieu entre plusieurs dimensions? Si oui, cela pourrait-il résoudre les problématiques de communication FTL? C'est compliqué. Plusieurs dimensions d'espace. Ouais. D'espace-temps? Non, plusieurs dimensions. On passe une autre question. Alors, je comprends bien, je ne suis pas sûr de comprendre la question. L'intrication quantique, on sait faire. On sait l'observer. Ça permet des tas de choses. La téléportation, non pas d'objets physiques, mais d'états physiques. Ça permet la cryptographie quantique. Ça permettra peut-être un jour l'ordinateur quantique. Mais je ne crois pas que ce soit une affaire de dimension, ou alors j'ai mal compris. Question Internet. On va la prendre au hasard pareil. Pourquoi la Chine a-t-elle mobilisé un budget colossal pour l'exploration lunaire alors que, me semble-t-il, cet astre a été vu et revu? Mais j'en sais rien. Il faut leur demander. C'est peut-être pour avoir une base. Oui. Ou peut-être exploiter... ou exploiter certaines éléments qui s'y trouveraient. Question Internet. A-t-il un avis sur la fonte du permafrost et sur la bombe climatique qui en découle? Mais c'est drôle ces questions qui commencent par est-ce que j'ai un avis? On les pose comme c'est écrit. Oui, je comprends, mais j'ai pas d'avis, moi. Je sais que c'est un fait, c'est un phénomène qui se déroule. Et que la fonte du permafrost, en effet, ça a des conséquences climatiques qu'on peut calculer. Ou anticiper, du moins. Donc c'est inquiétant, de même qu'est inquiétante la fonte progressive à laquelle j'assiste chaque année de la mer des glaces à Chamonix. De même qu'est inquiétante la fonte de la glace qui maintient solidaires les unes aux autres les blocs de granit qui font les montagnes qu'on appelle les Alpes ou d'autres, et qui ont tendance à tomber. Donc ça, c'est une façon très directe de voir les effets du changement climatique. Question Internet. Est-ce que les politiques sont des conquérants de l'inutile? Comme les alpinistes? Écoutez, moi, je vois pas très bien comment je pourrais vous parler des politiques en général. Je sais qu'ils sont très décriés, mais imaginez une société dans laquelle il n'y ait pas de politique. Si on veut qu'il y ait de la politique avec un grand P, il faut bien qu'il y ait des gens, hommes ou femmes, qui fassent de la politique. Donc on peut critiquer leur façon de faire de la politique, mais on ne peut pas critiquer le fait qu'il y ait de la politique. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans des temps où on a besoin de politique. Et donc, je ne crois pas qu'ils soient les conquérants de l'inutile, non. Est-ce que vous avez 3 livres à nous conseiller? 3 livres? Alors, si vous voulez rêver, je vous conseille... c'est à boule pour point, hein, vous êtes un sauvage. Faut changer, hein. Je dirais Le Monde analogue de René Daumal, qui est un livre inachevé, puisque René Daumal est mort en 1943, si ma mémoire est bonne, pendant l'écriture de ce roman, qui est un livre qu'on peut lire de 1000 façons différentes. À ma connaissance, c'est le premier roman
qui prend au sérieux la relativité générale dont on a parlé. C'est l'histoire d'une montagne dont on ne voit pas le sommet, parce qu'elle est tellement massive qu'elle a courbé l'espace dans son voisinage, de sorte que la lumière venant de son sommet ne peut pas nous parvenir. Bon. Il y a le cordée qui part à la conquête de ce sommet, qui disparaît, c'était toute une histoire. Et puis surtout, il y a une idée que je trouve magnifique. Il dit, quelque part, que quand on escalade une montagne, quand on atteint le sommet, on la fait descendre. C'est-à-dire que tant que la montagne n'a pas été conquise, elle appartient au domaine des cieux, et une fois qu'elle a été conquise, elle devient terrestre. Et donc, escalader une montagne, la gravir, c'est la faire descendre. Deuxième livre, ce livre de Francis Wolff, dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle Le monde à la première personne, où il établit une distinction entre ce qu'il appelle le monde et ce qu'il appelle la réalité. Et puis en troisième livre, peut-être un livre de Clément Rosset, qui est mort il y a il y a 2 ou 3 ans, je crois, qui était un personnage haut en couleur, un philosophe que j'aimais beaucoup, qui reprenait à sa façon les idées de Parménide. Le réel est un, on ne peut pas le diviser, on ne peut pas le dédoubler par autre chose que lui-même. Notamment son livre qui s'appelle Le réel et son double, que je trouve fascinant. C'est le dernier film qui vous a fait vibrer, c'était quoi? J'ai du mal à trouver. C'est mauvais signe. J'ai aimé voir Les Illusions perdues. Les Illusions perdues. Mais je dirais pas que ça m'a fait vibrer. Mais j'ai trouvé fort, dynamique, respectueux du roman. Ce que j'attends d'une adaptation d'un roman aussi célèbre que celui de Balzac. Disons, il y a un film que je revois souvent, donc à chaque fois il m'émeut, mais c'est L'Armée des Ombres. L'Armée des Ombres, je le vois régulièrement. Notamment parce que l'un des personnages qui est joué par Paul Meurice est la combinaison de Jean Moulin et de Jean Cavaillès. Cavaillès, grand mathématicien, philosophe français, qui était fusillé à Arras en 1944, qui est, à ma connaissance, le seul résistant qui a fait de la prison, il s'est évadé, qui ait produit une œuvre intellectuelle de grande envergure, notamment sur les mathématiques. Il a écrit des choses incroyables, il est mort à 40 ans, exécuté donc, et c'est un personnage qui me fascine, voilà, et qui n'a pas, dans la mémoire collective, laissé la trace qu'il mériterait. Et donc je vais sans doute écrire un peu sur lui, parce qu'il est une espèce de droiture dans sa pensée, de logique. Il dit, je suis devenu résistant par logique. Par logique, c'est-à-dire, il n'y a même pas à discuter par logique. Alors que les autres raisonnent. Ils ratiocinent, ils trouvent des arguments pour... Les Allemands sont là, on est bien obligé de... Enfin, ils argumentent. Lui, par logique, non. Est-ce que vous avez un conseil pour les jeunes générations? Une bouteille à la mer. Une bouteille à la mer pour les jeunes. Instruisez-vous, ne participez pas à l'élaboration d'une société de l'affect, instruisez-vous et soyez courageux. Étienne Klein, merci. Merci à vous.